et à tous. Donc, moi je suis Michel Gojat, je suis chercheur INSERM, ici en poste à l'Institut des neurosciences. Et j'ai le privilège d'introduire cette journée la conscience dans tous ses états et de vous souhaiter la bienvenue ici à l'Institut des neurosciences. En fait, vous avez été très nombreux et assez rapides à vous inscrire. Et donc on a été obligé de stopper les inscriptions, ce qui montre l'intérêt de la question « Qu'est-ce que la conscience ?» Et bien sûr, avec nos débats très animés d'aujourd'hui, on lèvera une partie, peut-être la totalité, du voile, je ne sais pas, nous verrons. Et donc cette journée, elle vous est proposée par le collectif Conscience, Attention et Représentation Mentale, le collectif Carmen, avec la rose au-dessus du cerveau. Et donc ce collectif, il a été impulsé, initié par Karine Pernet-Gallet, qui est biologiste, chercheuse ici, neuroscientifique, au GIN. Et initialement, il y avait surtout des chercheurs du GIN. Et puis petit à petit, ça s'est étendu au département de philosophie et de psychologie de l'UGA. Et peut-être vous nous rejoindrez après cette journée. Et la journée est sponsorisée donc, par l'IDEX de l'UGA Neurocog, du neurone à la cognition, et ICSI, l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes, la conscience étant vue comme un système complexe. Et donc vous êtes accueillis à l'Institut des neurosciences ici, et ici les neuroscientifiques ils essayent de comprendre cette machine complexe dessinée ici par Robert Crumb, et depuis à peu près 25 ans, on essaye à peu près, on essaye d'apporter, un certain nombre d'efforts sont faits en neurosciences pour apporter des connaissances justement à ce phénomène qu'est la conscience, et notamment avec des techniques d'imagerie, d'imagerie cérébrale non invasive, en particulier l'imagerie fonctionnelle cérébrale, et un système qui a été beaucoup étudié, qui l'est encore énormément, c'est la vision. Et on est capable donc d'imager les circuits de la vision consciente. La perception consciente, l'expérience que vous avez de la couleur, de ces couleurs rose, vert, jaune, bleu, et bien on est capable, dans la première aire visuelle, ici sur un hémisphère gauche et un hémisphère droit qui ont été gonflés, et bien vous voyez, on a les corrélats neuronaux qui sont en accord évidemment avec les couleurs perçues consciemment. Alors, ça c'est une première étape, mais on peut faire mieux. Vous voyez, quand ici, on sait que le cerveau prend des informations pour représenter le monde, agir sur le monde, et notamment détecter des contours pour repérer les objets et détecter des surfaces. Et vous voyez ici cette surface que vous percevez orangée, j'espère en tout cas, cet effet aquarelle, vous percevez cette surface qui en fait est illusoire. Elle vient du fait que l'on a une bordure festonnée avec une alternance d'orange et de violet. J'aurais pu faire autrement pour avoir une vision bleutée ou rosée de cette surface illusoire. Que vous voyez cette surface ou la surface réelle, pour vous, ça ne change rien. Et si je vous dis qu'elle est illusoire, ça ne change pas, vous la voyez quand même. Mais on est capable d'isoler les circuits de cette perception consciente de la surface. Et on montre que ce n'est pas la même chose en fait quand on perçoit une couleur réelle, ici, et l'équivalent perceptuel, bon le rendu n'est pas terrible, de la surface illusoire identique. Ici il y a une implication beaucoup plus dorsale du cerveau, le cerveau il est gonflé, là c'est un hémisphère, et puis ici plus ventral. Alors est-ce que ça permet, cette connaissance des circuits corticaux, permet de rendre compte de l'expérience colorée que vous avez, de l'expérience subjective de la couleur, donc la perception consciente et subjective de la couleur. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour avoir justement cette expérience colorée qu'on a avec le fameux bleu Klein, la marque déposée, International Clean Blue? Donc est-ce que cette expérience-là, elle est codée comme je vous ai montré par les surfaces illusoires? Ou alors cette sensation avec ce bleu de Marc Robco, ou encore dans le drapé ici de El Greco, le Christ sur le chemin des Oliviers. Est-ce que ça rend compte ce que je viens de vous dire? Est-ce que nous, neuroscientifiques, on est capable de rendre compte de ça? Alors ces questions, eh bien on a essayé de travailler là-dessus avec le collectif Carmen,
en fait, au lieu de prendre le problème de la conscience dans sa complexité, on a essayé de s'intéresser à des états de conscience. Comme ici, cet état de conscience phénoménale. Mais il y en a d'autres, le fait que je sois conscient de monopoliser des capacités cognitives pour faire cet exposé, le fait que je sache que faut que je raconte pas n'importe quoi, il faut que je fasse en sorte que vous m'écoutiez, et puis que je suis ici Michel Doja, chercheur à l'INSERM. Donc ces niveaux de conscience, on s'y est intéressé durant cette année au collectif Carmen, et puis on a passé 2 jours à discuter de ça, sur les contreforts de Meldon. Donc ça c'est les membres éminents du collectif actuel. Et donc Karine Pernet-Gallet, que j'ai déjà introduit, et Denis Perrin, qui est philosophe, ici à l'UGA, spécialiste de philosophie du langage et de philosophie de l'esprit, vont nous faire une synthèse, c'est le premier exposé des travaux que nous avons faits durant cette année. Ensuite, je vais vous faire le listing du menu. Ensuite, on va voyager mentalement. On va faire de l'imagerie mentale, du rêve, stimulé par des rites chamaniques, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui a accepté notre invitation, Charles Stepanov, ethnologue. Je crois que c'est la première fois qu'on a dans cette enceinte un ethnologue. En tout cas, voilà, et grand merci d'avoir accepté cette invitation. Ensuite, avec Laurent Vercueil, qui est neurologue, spécialiste de l'épilepsie, on va vous présenter, on va discuter avec vous quelques cas de conscience intéressants. Ensuite, comme vous savez, quand on étudie un phénomène, ce qui peut être intéressant, c'est les phénomènes annexes. Et donc, par exemple, les états de conscience altérés, qui peuvent être altérés sous l'emprise de substances diverses. Vous avez tous déjà expérimenté ça. Par exemple, des états de vigilance accrus avec du café, du thé, ou au contraire, vigilance un peu atténuée avec un verre de vin, par exemple. Hein, donc ces états modifiés de conscience sont intéressants, et là ils sont choisis, mais il y en a d'autres qui ne sont pas choisis. Donc des états altérés de conscience provoqués, comme des traumas, dus au trauma crânien. Donc ici on a des échelles pour quantifier ça, l'échelle de Glasgow, vous voyez avec ce petit dessin. Tout va bien quand on a un score de 14-15, c'est ce qu'on a là. Puis quand il descend un peu, la vigilance décroît, mais ça, ici, la vigilance ne décroît pas. Et puis ensuite, quand on va en dessous de 7, là, ça commence à être un peu grave. Là, vous voyez, on peut vous couper la jambe sans que vous ne sentiez rien. Ça devient grave. Et puis après, il y a la mort cérébrale. Et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Anna Sontermer, qui nous vient du CHU de Clermont-Ferrand, donc neuroscientifique, et qui va nous parler justement de ces altérations de la conscience. Alors, après le déjeuner qu'on prendra dans le hall, là, on a la chance d'avoir avec nous Catherine Talon-Baudry. Alors bien sûr, la conscience est dans le cerveau, c'est plus dans la glande pinéale, enfin, on ne croit plus ça du tout, mais c'est pas que dans le cerveau, et donc parce que la conscience est incarnée dans un corps, et donc on verra ici en quoi d'autres organes peuvent influencer et avoir de l'importance pour notre perception consciente du monde. Alors, en plus, les neuroscientifiques, entre autres, se sont intéressés à proposer des modèles de la conscience. Souvent, ces modèles, en fait, ils sont très liés à des travaux orientés sur l'informatique, en fait. Beaucoup inspirés des informaticiens. Il faut savoir que dès l'introduction de l'informatique, vous avez von Neumann, son livre posthume, c'est Computer and Brain. Donc l'analogie, elle est très forte, et dans ces théories, il y a souvent des concepts qui sont extraits des travaux d'informatique. Et donc Yves Goldberg, qui est neuroscientifique, biologiste ici, à l'Institut des neurosciences, il va nous présenter 2 théories, donc la franco-française, donc l'espace neuronal global, qui fait beaucoup référence, il nous l'expliquera, à des concepts issus de l'informatique, des travaux de Alan Newell par exemple, ou de Marvin Minsky. Et donc c'est une théorie qui est défendue par Stanislas Dehaene, Lionel Nakache et puis Jean-Pierre Changeux. Ensuite on aura la théorie italo-américaine de Massimini et Tononi, de l'information intégrée et du fameux paramètre phi. Puis Étienne Hull nous montrera les limites de ces approches,
et proposera de nouvelles perspectives. Et enfin, nous aurons Nathan Fabre qui vient de rejoindre le LPNC, qui nous montrera en quoi des informations électrophysiologiques peuvent nous aider à comprendre certains niveaux, certains états de conscience. Donc ça, c'est le bloc un peu théorique. Et ensuite, on aura un petit intermède cinématographique, parce que les metteurs en scène, les réalisateurs de cinéma sont intéressés à des états de conscience, des états altérés. Moi, je vous ai mis ici le petit texte de Stanley Kubrick où c'est de la manipulation de conscience, manipulation du libre arbitre. Et Martin, qui est chercheuse ici neuroscientifique au GIN, nous montrera des extraits de films qui rendent compte des états altérés de conscience qui seront débattus par deux médecins, donc Laurent Mercueil, que j'ai déjà présenté, et Lydia Oujama, qui montreront en quoi il y a une réalité derrière ces représentations cinématographiques. Et enfin, on terminera par une table ronde animée par Christian Grave, chercheur au LPNC, et Manik Bhattacharjee, qui est à l'Université de Genève. Et donc cette table ronde, elle sera notamment impulsée par le questionnaire en ligne que vous avez bien sûr rempli et qui a été dépouillé et mis en place par nos deux étudiants, Marion Walter et Abil Montalvo. Et c'est le moment ça sera la possibilité d'échanger sur eh bien, les niveaux de conscience. Est-ce que les primates non humains ont certains états de conscience? À quel niveau de développement cérébral on a des états de conscience? Peut-on parler de conscience collective, comme pour les insectes sociaux? Ça, c'est les abeilles qui sont une ruche à l'IAB. Et puis dans cette ère d'intelligence artificielle partout, on peut se poser la question de sommes-nous capables, et c'était déjà la question des théoriciens de l'informatique des années 60, créer des artefacts intelligents avec une certaine forme de conscience. Donc on peut s'interroger sur les niveaux de conscience, quels niveaux de conscience peuvent être atteints par une machine. Donc ça c'est le programme dense. Ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on perde trop de temps, donc je ne vais pas parler trop longtemps. Et je vais passer la parole à... Bon, alors je vais te passer la parole à toi Yves, mais je passe directement la parole donc à Denis Perrin pour nous faire la synthèse des travaux que l'on a menés durant cette année dans le groupe Karman. Et merci de votre attention.